Ok. Donc, on est parti pour un nouveau cours sur le développement personnel et la gestion de nos émotions. Et j'aimerais donc vous rappeler un petit peu comment on fonctionne. Déjà, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'en fait, on a toujours un travail sur soi à faire, puisque ce qu'on avait vu la dernière fois, nous sommes pétris de bonnes midotes, de bons traits de personnalité, de bons traits de caractère. Mais ces midotes, ces traits de caractère, ont aussi toujours, comportent en eux un mauvais côté qu'il va falloir filtrer. J'aime bien dire cette phrase que nous avons les défauts de nos qualités. D'accord? C'est une phrase, je pense que vous pouvez l'accrocher sur votre frigo quand un enfant vous énerve, quand quelqu'un vous énerve à la maison. Parce que celui qui est très facile à vivre, il est souvent aussi très brouillon. Parce que celle qui est très rigoureuse, elle aussi, elle supporte pas qu'on touche à ses affaires. Parce que celui qui est très bouillonnant de l'intérieur, c'est celui aussi qui va faire des crises de colère, d'accord? C'est-à-dire que, voilà, on a toujours un travail à faire et sur ça, les amis, nous sommes égaux. Toute l'humanité, on est égaux devant ça, c'est-à-dire qu'il y a des caractères qui sont différents, mais on aura toujours du travail de raffinement à faire. D'accord? Par exemple, quelqu'un de très facile à vivre, très accommodant, c'est une super qualité va être la personne qui va devoir apprendre à dire non. D'accord? Vous connaissez sûrement des gens comme ça, vous vous reconnaissez peut-être dans ça. Quelqu'un qui est très flexible, qui a une grande capacité d'adaptation, eh bien, ça va être souvent la personne aussi qui va devoir apprendre à tenir ses résolutions. Ah non, j'avais dit que ça, non, je le tiens. Même s'il pleut ce matin, c'est pas grave, je prends mon courage à deux mains. Le lundi, c'est le sport, je suis inscrite à la salle, je prends un parapluie et j'y vais. D'accord? Ça, c'est tenir ses résolutions. À l'inverse, quelqu'un voilà, qui aurait de la rigueur, eh bien, va devoir justement faire la différence entre être autodiscipliné, rigoureux et, attention, psychorigide, qui est l'extrême de quelqu'un qui sait tenir ses résolutions et qui est rigueur, qui est rigoureux, d'accord? Donc, distinguer entre rigidité et rigueur. Quelqu'un qui, par exemple, a une capacité d'analyse, d'accord? Qui réfléchit, etc., doit apprendre parfois à lâcher prise ou alors à être plus optimiste. Parce que vous savez que le problème des gens qui ont un esprit de déduction exacerbé, souvent, ce sont des gens très pessimistes parce qu'ils tirent très, très rapidement des conclusions. D'accord? Souvent, donc, pessimistes. Donc, c'est génial d'avoir une qualité d'analyse, d'accord? Mais le problème, c'est qu'il va falloir aussi travailler son côté optimiste. Quelqu'un de humble de nature va devoir travailler et développer sa confiance en soi. Ça va être d'ailleurs le thème du cours aujourd'hui. Quelqu'un qui vit fortement dans l'instant présent va devoir développer sa capacité à se projeter, à passer à l'action. Quelqu'un qui est trop dans justement, qui est dans le futur et qui est prévoyant va devoir développer sa capacité de profiter de l'instant présent. Vous avez compris? Vous vous rappelez la petite réglette que je vous ai expliquée? Il y a ce juste milieu et dans ce juste milieu, il y a des contraires et c'est magnifique. Ça qui fait la diversité de l'humanité. D'accord? La Torah nous demande à aucun moment d'être des individus homogènes. D'accord? Non, elle nous dit, tu vois, tu as ta personnalité et le but, c'est de la garder dans le juste milieu et de ne pas tomber dans les extrêmes. D'accord? Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'ego. Alors je vous le montre, voyez, là c'est le Sha'ar Haga'ava. D'accord? En anglais, moi je vous dis, je l'ai en anglais, The Gate of Pride. D'ailleurs, je l'ai vu à Mea Shearim, j'étais à Mea Shearim vendredi, si il y en a qui le cherchent. Euh, il est chez Galia, il est traduit en français. Mais pour celles qui sont comme moi, qui aiment bien l'anglais, il est à Or HaChaim. Voilà, je refais de la pub. Voilà. Et donc, je vais commencer par une question qui a été soulevée la semaine dernière, mais elle a été soulevée après qu'on ait arrêté l'enregistrement. Et c'était une question très, très pertinente et j'aimerais vraiment prendre le temps d'y répondre. C'est une femme qui a dit, mais c'est magnifique tout ce que vous dites, mais que- comment on fait si on s'en rend compte que maintenant, ça veut dire à un âge plus avancé, une fois que les enfants ont grandi, voilà, c'est ce que j'ai compris de sa question en tout cas et que elle a dit et que c'est trop tard. Alors, Baruch Hashem, c'est jamais trop tard.
D'abord, quelque chose que je dis au nom de Rav Jacobson, c'est que sachez que si on a entendu dans un cours de Torah quelque chose de merveilleux, comme ce qu'on a vu la semaine dernière, qui est la beauté, la nécessité du travail sur soi. Oui? Eh bien, sachez, mes chers amis, que si on n'a pas entendu cette chose-là jusqu'à maintenant, c'est que Hachem n'a pas voulu qu'on l'entende jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'entends parler par exemple, ce qu'on va voir aujourd'hui, avoir un ego bien placé, c'est parce que c'est aujourd'hui que le travail commence pour moi. D'accord? Et ne pas m'en vouloir et de me fustiger à dire, ah, mais ça, je savais pas. Ah, mais comment j'ai pu? Ah, mais avec ça, j'ai mal agi avec mes enfants. Ah, mais ça, j'ai pas du tout été parfaite. Mais d'abord, bon, on a déjà dit que personne ne nous attend à ce qu'on soit parfaite. D'accord? Donc, de toute façon, c'est un reproche sur soi qui est infondé. Et deuxièmement, quand on regarde en arrière, eh bien, on se dit, à col les tova. Si j'ai pas été la mère exemplaire pour cet enfant, c'est que cet enfant, il avait besoin de ça pour son derrière à lui, pour son chemin à lui. D'accord? Comme dit Rav Jacobson, ça serait terrible pour un enfant d'avoir des parents parfaits. C'est rassurant. Ça serait terrible. D'accord? Je veux pas, voilà, mais c'est très intéressant la manière dont il décrit ça. Mais c'est un enfant qui a le cœur lisse, c'est un enfant qui après ne sait pas justement se relever des petits traumatismes. Enfin, de toute façon, ça n'existe pas comme cas de figure, mais quand on regarde en arrière, on se dit, si je n'ai pas travaillé ce trait de caractère sur ça, je n'avais pas les outils, c'est que c'est les Tova. Maintenant, quand je regarde en avant, je peux pas me dire, ah bah c'est les Tova si j'ai mauvais caractère. Non, je veux apprendre, je veux progresser, je veux me raffiner, je veux être quelqu'un de mieux, je veux me sentir mieux avec moi-même. D'accord? Alors là, le travail commence. D'accord? Et après, cette femme, elle m'a dit, et si on n'y arrive pas? Je le dis, je le répète, d'accord? Le plus important, c'est l'effort. Pourquoi? Parce que c'est l'effort qui me transforme réellement. Quand je dis je veux faire de mon mieux, c'est ça qui a le meilleur effet sur moi. Après, le résultat, si j'ai réussi oui ou non à prendre confiance, si j'ai réussi oui ou non à travailler ma patience, si j'ai réussi oui ou non à travailler ma colère, tout ça, le résultat, comme je vous l'ai dit, est entre les mains d'Hachem. Est-ce que ça veut dire que du coup, on n'est pas fier de nous? Non, vous allez voir, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Quand on arrive à faire quelque chose, par exemple, j'ai travaillé ma colère et sur ça, eh bien, j'ai réussi à ne pas m'énerver, par exemple. Alors oui, je dois être fière de moi. Pourquoi? Parce que je relie la réussite à l'effort que j'ai fourni. D'accord? L'effort est humain, le résultat est divin. Magnifique. Voilà. Mais il faut donc se dire, Igati ou Matsati Ta'amin, ça veut dire j'ai fait des efforts et ça paye. C'est qui paye? C'est lui qui paye. D'accord? Ça veut dire on n'est pas dans une relation de cause à effet direct, on est en une relation de cause à effet qui passe par la case Akadosh Baruch. D'accord? Qui me récompense des efforts que je fais en termes de travail sur moi. D'accord? Alors, comme d'habitude, alors, je vous rappelle que dans notre étude, en vérité, à chaque fois, il y a deux choses en parallèle. Chaque fois, on va avoir un trait de caractère. Donc, vous voyez, par exemple, là, il y en a 28, c'est le déroulé du livre, d'accord? Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment ils ont traduit Gahava, orgueil. J'aime pas trop la traduction Gahava, orgueil, parce que l'orgueil, ça a été un terme très, comment on dit, chrétien, quoi. D'accord? Je crois que c'est les péchés capitaux, je sais plus exactement c'est quoi, voilà. Mais en tout cas, j'aime pas trop la traduction d'orgueil. Je préfère parler d'ego, surtout que, voilà, plus... euh, c'est beaucoup plus juste. Et comme je vous ai dit, alors il y a des fois on va traiter une seule mida, il y a des fois dans un cours on va traiter un, une mida et son contraire. D'accord? Aujourd'hui on va en faire qu'une. L'humilité on traitera la semaine prochaine. Oui, Sophie, vous avez dit la fierté. En fait, c'est toutes les déclinaisons de l'ego. Donc, ça va être la fierté, ça va être... voilà, exactement. Et donc ça, c'est le premier travail. Ça veut dire qu'en fait, on va faire un travail, si vous voulez, de fourmi, de voir, ah, aujourd'hui, on va traiter l'ego. Et deuxièmement, euh, on va à chaque fois dégrossir
ce qu'on appelle la gestion des émotions de manière générale. Ça veut dire à chaque fois, on va apporter un nouveau regard, d'accord, qui va nous permettre en fait de bien comprendre les mécanismes du travail sur soi. D'accord? Et alors, merci beaucoup pour la précision. Le cours, bien sûr, est dédié à la Refoua Shelema de Nathalie Kamra Batsaada, qui est la femme de notre cher Rav Ben Chetrit, celle qui, grâce à laquelle on a tous ces cours qui nous a tellement aidé à progresser depuis 30 ans. Alors, du coup, avant de rentrer dans la Gava, je vais vous donner donc encore je vous ai dit, donc on va expliquer donc plus en détail le travail de gestion de soi de manière générale. On avait vu la semaine dernière qu'il y avait en fait 4 stations entre l'événement et ma réaction. D'accord? Quelles sont ces 4 stations? La première, c'est quoi? C'est l'événement. La deuxième, ça passe par ma personnalité, on appelle en hébreu la parchanout, comment j'interprète l'événement, et je vais l'interpréter par un prisme qui s'appelle ma personnalité. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui va avoir, une prof, par exemple, qui va avoir un ego euh, euh, surdimensionné, quand un enfant ne va pas faire ses devoirs, elle va dire, il me cherche cet enfant. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Il faut descendre et ne pas le prendre personnellement. D'accord? Par chanoute. Ensuite, ça passe par le regesh. Ah, cet enfant m'a mis hors de moi parce qu'il se moque de moi. Oui, parce que comme je suis passée par le prisme égo, alors du coup, c'est ça le sentiment qui monte en moi. Et ensuite, le regesh, donc le sentiment, c'est celui qui va conduire à ma réaction. D'accord? Maintenant, j'aimerais vous dire 2 choses très importantes, que donc entre l'événement et ma réaction, vous avez compris qu'il y a 2 stations très importantes. La prochaine fois, je vais vous montrer un schéma. D'accord? Il y a 2 stations très importantes qui s'appellent personnalité et qui s'appellent le cœur. D'accord? La vérité, c'est la perception que j'ai des choses et mon cœur, comment il réagit. Alors, la personnalité, c'est le travail qu'on fait ce dimanche matin. C'est un travail qu'on fait en amont. Ça veut dire que je me prépare à avoir la bonne perception des choses dans certaines situations. D'accord? Et c'est un travail qu'il a fait qui est très, très, très complet. Vous allez voir, c'est incroyable. La seconde, c'est quoi? Donc, la deuxième station, c'est maintenant que j'ai ce sentiment qui est passé par le prisme de ma personnalité, alors est-ce qu'il n'y a pas encore une possibilité entre le sentiment et ma réaction? Est-ce qu'il y a une possibilité de réagir autrement? Ça veut dire, je peux être énervée, mais décider de ne pas réagir avec colère. Je peux être blessée, mais décider de ne pas agresser à mon tour. D'accord? La première, on travaille le dimanche matin, c'est pour apprendre à avoir une bonne perception des choses. D'accord? La deuxième, on va la travailler en fait à chaque fois qu'on va se voir. Et en fait, je vais vous donner des outils pour apprendre en fait à gérer aussi les émotions en temps réel. D'accord? Je sais que j'ai besoin de me mettre en avant. Je sais que je suis quelqu'un de rancunière. Je sais que je me mets facilement en colère. Je sais que je suis très envieuse. Je sais que je suis du genre à me fustiger pour un oui ou pour un non. Whatever. D'accord? Il y a forcément une légitimité à tous ces sentiments qui m'arrivent. D'accord? Mais je décide que je ne veux pas vivre en étant un pantin entre les mains de mes émotions. Et ça va être un travail que je vais vous décrire au fur et à mesure. D'accord? Vous m'avez suivi? Vous avez un travail de description, d'analyse, et puis il y a un travail pour apprendre sur le moment à utiliser l'analyse en passant par le prisme du cœur. D'accord? Vous, Blinéder, j'espère vous faire un schéma pour la semaine prochaine et vous verrez, c'est très facile. D'ailleurs, si vous voulez un moyen mémotechnique pour vous souvenir, ce modèle-là, il s'appelle Ephrat. Ephrat, c'est Aleph et Roi, donc ça veut dire l'événement.
P, c'est parshanout, comment j'interprète l'événement, l'interprétation, la perception. Resh, c'est regesh, c'est mon sentiment. Et tav, c'est tgouva, c'est ma réaction. D'accord? Donc, lui, ce à quoi il s'intéresse, c'est à chaque fois la parshanout, la perception, la bonne perception des choses. Et aussi, de manière saupoudrée, il s'intéresse aussi à la tgouva, à comment on réagit, même quand on a un sentiment, eh ben, ce n'est pas une raison pour être un pantin dans les mains de ses sentiments. D'accord? Et ça se travaille à chaque fois en temps réel, c'est ce que je vous ai dit. C'est un travail de longue haleine. Et c'est pas, je décide de plus être en colère, donc à partir de demain, je ne me mettrai plus jamais en colère. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. D'accord? Mais c'est par la persévérance comme on a dit, ah, une fois sur 10, on a réussi, yes, on est fiers de nous. D'accord? Vous allez voir la place de l'autosatisfaction d'ailleurs. Ah, l'année d'après, c'est 2 fois que j'ai réussi. Ah, l'année d'après, c'est encore 3 fois que j'ai réussi. Et au bout de 10 ans, ah, tiens, je peux dire que je suis quelqu'un qui a fait un travail sur la colère et qui, globalement, arrive à me surmonter alors que ce n'était pas quelque chose du tout d'évident pour moi, mais c'est quelque chose qui est donc un travail de longue haleine. D'accord? Alors, on va commencer par la Ga'ava. L'ego, la fierté, euh, l'orgueil, on peut aussi l'appeler l'orgueil. Voilà, tout le prisme, en fait, du regard positif qu'on a sur soi. D'accord? Alors, on se pose toujours la question, est-ce qu'il existe une bonne fierté? On a l'impression que la modestie, c'est une très, très belle qualité, mais est-ce qu'il existe une modestie qui est mal placée? D'accord? On a déjà expliqué ça. C'est la notion de mida. C'est la notion de mesure. Ça veut dire, par exemple, vous avez dans le corps physiologique, il avait comparé, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, dans l'intro, il avait comparé le travail des midotes à la santé physique. Il a dit, c'est en fait, il faut voilà, prendre soin de sa santé de la neshama, tout comme on prend soin de la santé physique. Et comme, par exemple, on aurait une tension artérielle qui est mal dosée ou une pression qui est mal dosée, alors c'est pareil avec la neshama. D'accord? Donc, il y a la bonne fierté et il y a de la mauvaise fierté. Ça va dépendre des situations. Tout comme il y a la bonne curiosité et la mauvaise curiosité. D'accord? Je ne sais plus si je vous ai donné cet exemple. La mauvaise curiosité, c'est quand... Alors la bonne, par exemple, c'est quand un enfant, il s'intéresse à plein de choses. C'est quoi sa maman? Apprends-moi sa maman. Euh, C'était très intéressant le cours d'histoire parce que j'ai appris ça, ça et ça. C'est magnifique, cette curiosité. Mais par contre, c'est celui qui peut-être va avoir tendance à regarder quand il va chez son copain, qu'est-ce qu'elle fait sa maman, qu'est-ce qui se passe chez eux, peut avoir tendance même à rapporter ce qu'elle a vu, ce qu'il a vu. Non, là, ça, c'est pas de la curiosité qui est bien placée. D'accord? Vous avez peut-être lu le roman de Stefan Zweig qui s'appelle La pitié dangereuse. D'accord? En vérité, on voit que justement, c'est une magnifique qualité, la pitié, mais dans le livre de Stefan Zweig, il montre en fait comment une pitié mal placée parce que c'est une femme, je crois, c'est une jeune fille handicapée qui s'amourache je sais plus ce qu'il est, soldat, ou je sais plus exactement. Et en fait, il a du mal, et en fait, du coup, il lui donne de l'espoir. Et en fait, c'est terrible parce que ça se termine par quelque chose de cruel. Alors qu'à la base, c'était justement, le problème, c'était trop de pitié. D'accord? Alors, il va dire, voilà, c'est quoi la mauvaise gaava, le mauvais ego, la mauvaise fierté, le mauvais orgueil? Alors, il va décrire quelque chose d'assez caricatural, hein, d'accord? Mais c'est très, très précis. Alors, il dit, il y a la mauvaise Ga'ava concrète, d'accord? Le mauvais ego concret. Lui, il dit ça du corps, d'accord? Et il y a le mauvais ego, le mauvais orgueil abstrait, d'accord? Il dit, je ne sais plus quel terme il emploie, rouhani, je pense, spirituel. Le côté concret, vous allez voir, c'est vraiment une caricature. Eh bien, c'est l'homme qui veut on le remarque le plus possible. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'habiller de manière spéciale. Il va décorer sa maison de manière à ce qu'on dise waouh. D'accord? Quand il va faire le rendez-vous avec l'architecte, il va dire, ah, moi, c'est quoi votre but? Mon but avant tout, c'est quand on arrive, les gens fassent waouh, c'est beau chez toi. C'est ça son but. Et
comme il veut qu'on le remarque, absolument, eh bien, il aura beaucoup de mal à faire les choses comme tout le monde. Il aura un côté assez anticonformiste, quoi. En mode, ah non, mais moi, je ne fais pas comme les autres, ah, comme la masse, comme le peuple. Non, 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 moi, je ne fais pas comme ça. D'accord? Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui il se targuait de ne jamais avoir mis les pieds à Ikea. Ah non, Ikea, pas du tout. Ah non, ça c'est pour la peuplade. Moi, je ne mets pas mes pieds dans ce genre d'endroit. Bon, pourquoi pas, hein, je veux dire, on n'est pas obligé d'aller à Ikea, mais il l'a dit, ouais, avec une fierté, genre, ah non, moi, ce n'est pas de mon rang, quoi, vraiment, voilà. Et il veut pas faire comme tout le monde, parce que pour lui, c'est une insulte, il n'est pas comme tout le monde. Il continue, regardez, il, c'est celui qui sera frustré quand il n'est pas privilégié, d'accord? De ne pas être celui qui avait le bon plan, de ne pas être celui qui avait le piston. Celui qui veut toujours qu'on voit euh, qu'il était bien, bien traité, bien privilégié. Par exemple, alors il ne le dit pas concrètement, mais l'exemple que moi ça me donne, c'est quelqu'un il faut qu'il voyage en business. D'accord? Si il est là-bas en éco relégué avec le reste de la peuplade, ah non, mais ça va pas. Quoi, on va me voir moi assis en éco? D'accord? Ça n'a rien à voir avec le confort. Il y a des gens qui disent, écoute, moi je suis un businessman, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin d'être devant, etc. Non, ce qui le dérange, c'est qu'on va le voir. C'est ça toute la différence. Vous allez voir, c'est très fin. C'est qu'on va le voir qu'il est assis avec le reste de la peuplade. Ça va pas. Si il a l'impression d'être comme tout le monde, il se sent un loser. Quoi? Moi, j'ai pas le dernier gadget, comme j'ai pas le dernier téléphone. Mais attends, s'il y a un truc qui sort, il faut que moi je l'ai en premier. Et du coup, regardez ce qu'il dit. Il dit ça peut le pousser à faire des scandales pour avoir toujours ce qu'il y a de mieux. Et même, Hasbe Shalom, il peut amener à voler, à arnaquer, à mentir. Il peut en fait développer un côté manipulateur pour arriver à ses fins. Donc, par exemple, en prenant l'exemple de quelqu'un qui refuse absolument de ne pas voyager en business, par peur du qu'en dira-t-on, je précise toujours, hein. Encore une fois, chacun a ses, voilà, mais il va le dire après, hein. Chacun a ses standards, hein, d'accord? Mais lui, c'est par peur du qu'en dira-t-on. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les yeux doux au steward qui est au comptoir Air France, d'accord, pour lui demander d'être bien placé, tatati, tatata. Donc, parfois, il peut être euh, très doux, très gentil, mais parce qu'en vérité, il veut juste arriver à ses fins. Et il peut arriver à manquer de respect à ceux qui ne lui donnent pas ce qu'il veut. Parce qu'il se concentre sur un seul objectif, c'est le qu'en dira-t-on et le m'as-tu vu. Ça va ensemble. D'accord? Et ça va le mener à sa perte. C'est ce qu'il dit, c'est qu'en fait, du coup, il aura plus de patience avec ceux qui ne sont pas là pour servir son propre ego. D'accord? Ouais. Ça peut être bien de ne pas être, de ne pas être conformiste. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour ça, je vous dis, c'est très fin. Il faut comprendre quelle est la kavana derrière. Parce que nous, le peuple juif, on est par définition, c'est le cours que j'ai fait justement la semaine dernière, pas dans ce cadre-là, mais sur la paracha. Justement, le juif, par définition, c'est pas qu'il est anticonformiste. C'est que il va toujours se poser la question, se dire, même si tout le monde le fait, c'est pas forcément ça qui est bien. Même si tout le monde le dit, c'est pas forcément ça qui est vrai. D'accord? Donc, en vérité, il va toujours réanalyser les décisions et ne jamais les passer au prisme de tout le monde le fait, tout le monde le dit. Donc, c'est pas forcément anticonformiste parce que sûrement que les gens ont raison j'en sais pas, 50% des cas. D'accord? Donc, dans 50%, il va ressembler à monsieur tout le monde. 50% des cas, alors là, non, il va pas du tout faire monsieur tout le monde. Il va pas s'acheter tel vêtement parce que c'est à la mode alors que lui, il trouve ça affreux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il a développé sa capacité d'analyse. Donc oui, bien sûr, ce qu'on dit, c'est pas d'être conformiste ou anticonformiste, c'est quelle est l'intention derrière. Vous allez voir à la fin, c'est tout ce qu'il va dire. Il va dire en vérité, tout est une question de kavana, tout une question d'intention. Alors après, il dit, il y a une gava, un ego qui est concret, d'accord? Donc à la fin, je vais vous donner aussi des fiches, d'accord? Parce que moi, j'ai résumé à la fin, gava, anava, vous allez voir, bien je vous l'enverrai dans le groupe. J'ai sur une feuille A4, en fait, je résume
tout ce qu'on a vu et on voit en perspective. D'accord? Alors, il dit, voilà la gava physique concrète qui est bonne. L'ego qui est bon, qui est en fait vital. Et il explique par contrario. Il dit, si quelqu'un était complètement dénué d'ego, bah en fait, il dirait, non mais moi, je ne veux pas forcément manger des plats raffinés. Attends, qui je suis moi pour ça? Non, moi, je vais pas dormir sur un bon matelas. Non mais attends, moi, qui je suis pour ça? Non mais moi, je veux pas avoir une belle maison. Bah, je veux pas qu'on dise waouh. Non mais oui, mais d'accord, mais tu veux pas avoir non plus une maison moche. D'accord? Je veux pas avoir une maison confortable. Non, 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 non. Moi, je me contente de ce qu'il y a du peu. Et je veux pas mettre des beaux vêtements. Non, non, je vais mettre des vêtements vieux, déchirés. Il va, il va utiliser de la vaisselle même lorsqu'elle n'est pas 100% propre. Il n'aura pas d'hygiène minimum. Il aura, en fait, ce il décrit l'aspect d'un SDF. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il veut surtout pas s'approcher de la gave. Je dis, mais non. D'abord, premièrement, sur quelqu'un qui agit comme ça, écoutez bien ce qu'il dit, c'est très fort. Très puissant. Premièrement, sur lui, on l'appelle fauteur. Ah bon, mais nous, on s'imaginait que c'était un grand sadique, tu vois, il s'éloigne de la matérialité, il se considère comme un moins que rien, ouah, c'est des gens très, très élevés. Pas du tout. La Torah parle de quelqu'un qu'on appelle un nazir. On- C'est quoi un nazir? En français, je ne sais pas comment on dit un nazir, je suis désolée. C'est quelqu'un qui s'abstient de boire du vin, de se couper les cheveux, de se raser la barbe, qui se laisse aller parce que justement, il ne veut pas s'approcher de la matérialité parce qu'il a peur de cette matérialité. D'accord? Il vit, on va appeler ça une forme d'ascétisme. D'accord? On va dire que c'est un ascète avec les règles qu'il incombe, ce qu'on appellerait un ascète juif. D'accord? Eh bien, il est appelé choté. Il est appelé choté, pardon, choté veut dire pécheur, un fauteur, pardon, fauteur, c'est mieux. Ça aussi, péché, c'est un mot qui a été très, très chrétianisé. C'est un fauteur. Pourquoi? Parce que, comme le dit le Talmud Yerushalmi, il dit, celui qui ne profite pas des choses permises, ce que le monde a à lui offrir, d'accord, est appelé fauteur. Comment dit le Talmud? Il dit on devra rendre des comptes pour chaque chose que notre œil a vue, et je rajoute, et qui était permis, bien sûr, et qu'on n'aura pas mangé. D'accord? C'est pour ça qu'à tout Bishvat, on va ramener plein de fruits exotiques, tout ça, justement pour se dire, voilà, tu vois, Hachem t'a créé la papaye, sache que j'en ai profité, tu n'as pas créé ça pour rien. J'ai profité de ce que tu as voulu m'offrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, la Torah te dit, regarde, ce que la Torah t'a interdit, elle te l'a interdit. Mais toi, ne sois pas plus comment on dit en français? On dit plus religieux que le pape. Je sais pas, en français, on dit, en hébreu, on dit yoter apifior ma apifior. Plus royaliste que le roi. Voilà. Non, parce que la Torah t'a interdit certaines choses. Tu vas pas, toi, encore, rajouter des choses pour dire non, mais moi, je vais m'interdire ça et ça, et la nourriture, et ceci et cela. D'accord? Mais parce qu'en fait, sinon, tu vas en venir à l'autre extrême, qui est que tu vas pas avoir d'hygiène, tu vas pas chercher à avoir des choses qui sont jolies, tu vas pas chercher à avoir des choses qui sont confortables, d'accord? Donc, tu dois avoir du respect de toi. Au niveau de la nourriture, par exemple, moi, il y a des fois, je dis aux enfants, ah non, ça, on rentre pas à la maison, on rentre pas dans la bouche, d'accord? C'est pas une question de cachère, pas cachère, c'est une question qu'il y a une tonne de sucre dedans et c'est des trucs qui ont été passés par je sais pas quoi. Enfin, je veux dire, mange une pomme, quoi. Ne mange pas ce truc dégoûtant manufacturé avec de l'huile de palme et de machin. Non, ça, on rentre pas à la maison. C'est plus une question de cachère, pas cachère, c'est un peu de respect de soi. Tu vas pas manger. Ouais. Bon, je leur dis dans leur langage à eux, mais oui, ce que je veux dire. Ah non, ça c'est de la zut, d'accord? Moi, ça, je touche pas. D'accord? Euh, donc, je cherche pas à avoir des choses luxueuses ou pour le candidaton, encore une fois, mais absolument pas à être dans une démarche, qui est une démarche de mépris de soi. D'accord? Ça, si vous voulez, c'est l'extrême de l'humilité.
Vous commencez un petit peu à comprendre comment ça fonctionne. C'est intéressant, hein? Ok. Alors, par exemple, il dit le Rav Lemel, il parle par exemple, des mariages. Il dit qu'en fait, on a un problème dans certaines communautés, notamment, c'est que il y a, entre guillemets, on est obligé de dépenser une somme minimale pour la célébration d'un mariage. Pourquoi? Parce que vu que certains leaders ou certaines personnes de la communauté ont fait une festivité comme ceci ou comme cela, finalement, ça impose un certain standard. Et quand le futur marié ou la future mariée voit ça, elle se dit, ah, mais attends, mais quoi, eux, ils ont eu ça, mais moi aussi, je ne peux pas me permettre d'avoir moins que ce que le reste a. Et on la comprend, cette mariée. C'est vrai, il n'y a pas de raison que, entre guillemets, elle soit, entre guillemets, moins que le standard de sa communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est un vrai problème. Et ce qu'il dit, Rav Lemel, et vraiment, je pense qu'on devrait tous être solidaires sur ça, c'est que eh bien, on devrait, entre guillemets, se mettre d'accord. Alors, c'est plus facile dans les communautés qui sont plus homogènes, comme certaines communautés aux États-Unis ou comme des communautés qui sont autour d'une chassidoute, d'accord? Où en fait, finalement, on n'impose pas un standard aux autres. Parce que après, c'est vrai que ça les touche dans leur ego et de manière légitime. Et puis les parents, ils doivent finalement faire un emprunt. Et puis à cause de ça, ils peuvent pas, ils repoussent l'achat d'un appartement, etc., etc. D'accord? Pourquoi? Parce que on est vraiment sensible à l'ego de chacun. On est vraiment sensible à l'estime de soi de chacun. Et une fille qui dit, mais attends, moi, si mes amis se sont mariés dans telle et telle condition, pourquoi moi j'aurais un mariage vendredi petit déjeuner? Vous connaissez ces mariages-là? Il y en a, c'est plutôt en Israël que ça se fait. C'est mariage vendredi, petit déjeuner. Enfin, voilà. Et après, on enchaîne avec le Shabbat Ratan. C'est très sympa. Et en fait, j'ai entendu justement de Rav Lemel que c'est quelque chose qui, en Israël, à la base, était beaucoup plus développé parce que ça permettait, en fait, à tout le monde de faire des dépenses. Voilà, on a fait la célébration et puis le Shabbat. D'accord? Puis après, il y a d'autres standards qui sont venus de l'extérieur et ça a obligé en fait les gens à faire des choses absolument folles. Mais il faudrait entre guillemets, qu'on soit beaucoup plus solidaire parce qu'on a une responsabilité que ce que moi je fais, finalement, ça monte le standard pour chacun. Et comme chacun a son ego et chacun, voilà, son estime de soi, bah, finalement, ça peut finalement avoir des conséquences qui nous dépassent. D'accord? Ça, c'est la première chose. D'accord? Donc, il remet l'ego à sa place. Je te dis que l'idée, c'est pas d'aller de l'autre côté. De l'autre côté, c'est encore un mauvais extrême. D'accord? Et le fait que tu as une certaine sensibilité par rapport à ta communauté qui t'entoure, c'est complètement normal. C'est complètement normal. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il dit, et c'est assez incroyable, vous allez voir. Alors, c'est bon, vous êtes réveillés, vous êtes concentrés? Ouais? Ok. Alors, il dit, de celui qui s'empêche de manger de la viande, de celui qui s'empêche d'avoir voilà, des murs blancs bien propres, que ce soit chez lui, ça soit voilà, normal. Non, il veut que ce soit aspect SDF, parce qu'il veut surtout pas, surtout pas, surtout pas de matérialité, ce qu'on vient de décrire. Il dit attention, en vérité, si ça se trouve, lui, il y a beaucoup de chances que ça soit un Baal Gava, que ce soit quelqu'un de très orgueilleux. Ah oui, attends, attends, je comprends pas là. On vient de parler de quelqu'un justement qui a une humilité trop extrême, trop mal placée. Et là, tu viens de me dire, ah mais lui, en vérité, c'est un orgueilleux. Alors pour ça, je vais vous raconter une histoire pour comprendre ce qu'il explique. C'est une histoire assez incroyable, hein. On avait comme ça un jeune, bref, dans le quartier, on va dire, qui a commencé à voilà, arrêter de se couper les cheveux, qui a commencé à se tenir comme ça courbé, qui faisait beaucoup de choses très très compliquées pour faire Netilat Yadayim. Il vérifiait vraiment, bon, ça tournait un peu en mode toc, hein, d'accord? Il vérifiait vraiment 5, 6, 10 fois le kélim.
Il faisait schéma Israël à la maison quand on rentrait le vendredi soir. Il était invité chez nous parfois. Et il le faisait donc au bon bismano, donc il le faisait à une certaine heure, d'accord, très bien. Mais on le voyait répéter le schéma Israël, je sais pas, 5 6 10 fois parce qu'à chaque fois, il n'était pas très, 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 très bien concentré, etc. Quand il prenait mes chalotes, il allait regarder s'il n'y avait pas éventuellement un petit trou qui rendrait la chala pas complète. Et du coup, il fallait des fois que je ressorte de la chala du congélateur. Bon, très compliqué. Bon, nous, voilà, on se met pas, mais quand ses parents nous appellent pour nous dire aider notre fils, bon, ben, on essaye de faire quelque chose. Alors, bon, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on lui a fait une khalaké, on lui a coupé les cheveux. On a fait une fête, je sais pas, mon mari, il lui a coupé les cheveux, bon, bref. Et mon mari a décidé de l'amener voir le Rav Mordechai Auerbach, qui est le fils de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Donc c'est un gadol. Et il a été le voir et il lui a expliqué le problème de ce garçon. Et le Rav Auerbach, il a été, mais quand je vous dis, il lui a rentré dedans, il lui a vraiment rentré dedans. Il dit, tu crois que tu fais ça soi-disant parce que tu es humble et que tu te sens moins que rien, etc. Ch'touillotte, n'importe quoi, t'es un bel gava. Tu veux pas faire tout comme tout le monde. Il lui a dit, en fait, toi, ça vient de l'orgueil. Tu veux faire encore mieux et encore plus, encore ceci, encore cela. Mais tu es un jeune, ça va pas avec ça va pas avec le reste. Quel rapport maintenant, tout d'un coup, tu veux faire plus que les grands, 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 grands rabbins? Est-ce que tu as déjà vu un grand rabbin faire ça? Dis-moi, mon père, j'ai jamais vu faire des choses comme ça. Et pourtant, mon père, c'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach. D'accord? Donc, la kavana, elle n'est pas bonne. Ça va pas du tout là. Ça va pas avec le personnage, ça va pas avec la situation, ça va pas avec le contexte, ça va pas. Oui, bien sûr que c'est venu à développer des tocs, d'accord? Voilà. Mais euh, et donc, en fait, il a été très, très incisif avec lui. Et en vérité, quand il lui a dit ça, il lui-même a compris que c'était pas sain. C'était pas sain. Et qu'en fait, ça venait de la source, elle venait de quelque chose qui était contraire à ce que lui-même pensait sur lui-même. Il pensait qu'il était très, 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 très humble. En vérité, non, tout ça, ça venait juste de l'orgueil de vouloir pas faire comme tout le monde. Ah non, moi, je suis plus, 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 plus. Du coup, je vais être très, 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 très humble. Alors, il dit, maintenant, tu te tiens droit. Tu vas te couper les cheveux. Je crois que c'est ça. C'est le jour même. On a appris, on lui a fait la coupe de cheveux une fois qu'il était le Rav Shlomo Zalman, le Rav Mordechai. On lui a coupé les cheveux. Il a dit maintenant tu vas te tenir droit. Maintenant tu vas faire ça. Il a donné des résolutions, mais des choses qui sont basiques pour vous et moi. Vous voyez ce que je veux dire? OK? En vérité, et là on va encore affiner parce que je vous dis à chaque fois on dégrossit, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est qu'en fait, on a expliqué qu'il y avait un juste milieu. On avait dit, par exemple, la bonne humilité, le bon ego, la mauvaise humilité et le mauvais ego. Mais en vérité, c'est un peu plus complexe que ça. C'est pas une barre comme ça, mais en fait, c'est un cercle où les extrémités se rejoignent. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'air d'être très, très humble, tu sais, moi, non, vraiment, vraiment, faut pas faire des chichis pour moi, faut pas chipoter, faut pas machin. Bon, en vérité, lui, il est très grave. Quand j'avais donné ce cours, il y avait les filles qui m'avaient parlé d'un film, je crois qu'il s'appelle Le sens de la fête. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Je sais pas si, je sais, voilà. Mais elles m'ont dit qu'il y avait un personnage, c'était comme ça, vraiment, ah non, vraiment, ne faites rien pour moi, non, vraiment, je ne suis rien, je suis rien. Mais en vérité, c'était un peu très, très, très orgueilleux. Et à l'inverse, on a justement aussi bref, quelqu'un qu'on connaît qui est quelqu'un qui se tient toujours très droit, toujours comme ça. À la synagogue, très souvent, c'est celui qui, comme il y a quelqu'un qui lit, qui dit, ah non, on ne dit pas comme ça. Vous savez, pendant la lecture de la Torah, on ne dit pas comme ça, on ne dit pas comme ça, on ne dit pas comme ça. Voilà, maintenant, lui, entre parenthèses, je ne sais pas s'il a déjà lu, d'accord, mais lui, c'est celui qui dit, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Et en vérité, de cette personne-là, quelqu'un qui l'a fréquenté de près, et bref, c'était une discussion qu'on avait les toilettes, hein. C'était, bref, pas que vous croyez que je m'intéresse à la personnalité des gens, mais c'était une discussion les toilettes. Et en fait, cette personne me disait, mais finalement, c'est parce qu'il n'a pas du tout confiance en lui qu'il se donne ces airs-là. Vous avez compris comment les extrêmes se rejoignent? Parce qu'il a un ego blessé, en fait, bah, du coup, il va vouloir se donner beaucoup d'importance. Mais en vérité, il a zéro confiance en lui.
Parce qu'en fait, il est très orgueilleux, alors il va vouloir faire celui qui est très très humble. Alors, vous avez compris? C'est intéressant, hein. Donc c'est pareil. Donc lui, il dit, celui qui veut être très, pas faire comme tout le monde, mais dans le sens, ah non, mais chez nous, on s'éloigne de toute matérialité, c'est la simplicité à l'extrême, etc. Alors s'il s'appelle Rav Steinman, il s'appelle Rav Steinman, d'accord, ça va avec le personnage. Mais si, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a rien à voir avec ça, bah, du coup, c'est que ça vient d'une posture qui est une posture, en vérité, pétrie de gave, pétrie d'ego, d'accord? Ensuite, il continue. Donc, il y avait la bonne gave, il y avait la mauvaise, le mauvais ego pour les choses concrètes. Ensuite, il y avait là, on va dire, le bon ego pour les choses abstraites. D'accord? C'était tout ce qui est. Non, pardon, pour les choses concrètes, excuse-moi, je me suis trompée. Ça veut dire tout ce qui est respect de soi, de sa maison, du corps, etc. Maintenant, il passe au niveau abstrait. D'accord? C'est en fait le Bal Gava, il va développer en fait un mépris pour les gens. D'accord? Pour lui, il y a des gens qui ont de la valeur parce que souvent, ce sont des gens qui lui rapportent quelque chose. Et il y a des gens qui ne méritent même pas qu'on soit aimable avec eux, qu'on les écoute, qu'on leur donne l'importance ou même qu'on leur fasse un sourire. Il rabaisse les gens dans sa pensée. D'accord? Il ne va pas forcément le dire, mais c'est ce qu'il pense. Et bien sûr, il va toujours finir par, s'il ne fait pas un travail sur soi, encore une fois, hein, chacun vraiment vient juger personne, mais alors vraiment personne. Chacun a un travail à faire. Peut-être vous ne vous reconnaissez pas du tout, peut-être il y en a qui se reconnaissent et puis vous verrez d'autres midotes dans lesquelles vous vous reconnaîtrez, eux se reconnaîtront pas. Vraiment, on est tous égaux face au développement personnel. Je le dis, je le répète, que personne ne se sente jugé, que personne se dise, ah non, mais là c'est moi qui ai décrit, du coup c'est-à-dire que c'est très grave. Non, on a tous et toutes un travail à faire. Mais si on ne le fait pas, si on laisse les choses se balader en pensée, si on cultive en fait ces pensées, d'accord? Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va être finalement des gens qui vont vraiment rabaisser les autres en termes de parole, de posture, d'attitude, toujours montrer que les autres ont tort, toujours s'évertuer à montrer que c'est lui qui a raison, même si du coup ça veut dire qu'il va développer de la mauvaise foi. Même si du coup, ça veut dire qu'il ne va pas écouter vraiment ce que l'autre avait à dire. Ah, il va faire semblant, d'accord, mais en vérité, il n'écoute pas. Il est en train de préparer la réponse qui va lui sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc se dire, attends, il y a peut-être un point là. J'essaie de comprendre, lui, c'est quoi sa posture, lui, c'est quoi son point de vue. Non, de toute façon, lui, il n'a rien compris, mais vraiment rien compris. Zéro de chez zéro. Ça vaut même pas le coup que j'écoute un gramme de ce qu'il dit. Donc, il est en train de il se tait, il est silencieux. D'accord? Mais il est en train de préparer en fait ce qu'il va lui répondre. Ou alors, il peut même carrément lui couper la parole. D'accord? Et le problème, c'est que si on ne travaille pas cette gava, cet ego, et ben du coup, regardez ce qu'il dit, c'est incroyable. Il dit qu'en fait, cette personne-là, finalement, ne cherchera jamais à progresser. Pourquoi? Parce qu'il va se suffire du fait qu'on dise qu'il est génial. Parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'il est génial, forcément. Et du coup, comme il aura ses compliments, il sera rassasié. Parce que, encore une fois, on a besoin de cavode. D'accord? Ouais, on a besoin de ces choses-là. Mais du coup, vu que moi, je l'ai acheté, ce cavode, à travers des personnes qui m'ont trouvé génial dans tel contexte, parce que j'ai réussi très bien à me mettre en valeur, ceci, cela, bah, du coup, c'est bon, je suis rassasiée, je me trouve génial. C'est comme le corbeau et le renard. Vous voyez. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui le goûte, celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. D'accord. Il est ingrat aussi. Pourquoi il est ingrat? Parce que, comme on a dit, il est dans une posture que hum, tout lui revient. Tout lui revient. Cathy, je vais répondre à votre question à la fin du coup. Tout lui revient. Donc, en fait, bah, lui, il n'a pas de reconnaissance parce qu'en fait, bah, c'est normal. Attends, c'est moi. C'est moi, évidemment que, évidemment que j'allais être reçue les petits plats dans les grands. Non, mais quand même, la maîtresse de maison, elle s'est évertuée quand même à te recevoir, tout ça. Non, attends, je veux dire, c'est la base. Voilà. D'accord? Donc, finalement, il est ingrat. Il va finir par mentir.
Se mentir, en fait, il va se mentir à soi-même. Pourquoi? Parce qu'il dit, si on fait honneur à une personne, parce que cette personne connaît deux macérets de Gemara, alors qu'en vérité, cette personne n'en connaît qu'une, alors normalement, la personne qui est honorée doit absolument informer la deuxième. Non, tu sais, tu me surestimes. Je ne connais qu'une macérette de Gemara, pas deux. S'il reste silencieux, ça laisse penser à l'autre que c'est vrai. Ce qu'on appelle dans la halakha, on appelle ça du gnevat da'at. Gnevat da'at, c'est en fait, je te mens, je te laisse croire que. Je ne viens pas préciser les choses. C'est une notion très importante en halakha, notamment dans tout ce qui est en rapport à la vente. D'accord? Pour ceux qui connaissent un peu le Choshen Mishpat, moi j'y connais rien, mais mon mari c'est un peu un de ses dadas. Non, le Gnevadat, non, il faut préciser. Ah, tu crois que en achetant ce produit, tu vas avoir ça, ça et ça? Bah, juste, je te reprécise que non, ça ne contient pas ce que tu viens de dire. Alors là, c'est pareil. En fait, on va pas repréciser les choses. On nous a dit, on nous a mis sur un piédestal et nous, on est là comme ça. Ah, très bien, continuez de croire ce que vous croyez sur moi. Non, chérie, pardon, mon ami, tu me surestimes. J'ai fait moins que ce que tu dis. D'accord? D'accord, donc on doit se souvenir de ça, qu'en vérité, le Yetzer Hara, il est très fort parce qu'il a envie de nous faire, il ne dit pas ça comme ça, je le dis moi dans mes termes, à moi, il a envie de nous faire kiffer. Il a envie de nous comment dire, ouais, c'est ça, nous mettre en valeur et du coup, que même nous, en fait, on croit à ces mensonges-là. D'accord? Donc en fait, on finit par se mentir à nous-mêmes et ce qui nous intéresse finalement, c'est plus que ce que les autres pensent. Et on va se concentrer sur ce que certaines personnes disent, certaines personnes nous admirent, certaines personnes nous surestiment, et ça va nous contenter comme nourriture, et du coup, on sentira plus le besoin d'être dans un travail sur soi qui est un travail authentique. D'accord? Et en plus de ça, il dit le pauvre, il est toujours très frustré. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a de la gava, il se suffit jamais de ce qu'il a. Il pense qu'on l'aime pas assez. Il pense qu'on l'apprécie pas assez. Il faut toujours qu'il fasse plus pour se faire plus apprécier. Et il va vivre en fait en montagne russe en fonction des likes et du qu'en dira-t-on. D'accord? Donc il sera jamais tranquille en fait. Parce qu'il n'a pas développé sa propre estime de lui. C'est très lié. C'est lié en fait. Son estime de lui dépend de l'estime des autres. Donc, évidemment qu'il est vulnérable. Quelqu'un qui a une bonne estime de soi, bah, même si on va dire quelque chose de pas souhaitable sur nous, bah, on va dire, écoute, elle peut penser ce qu'elle veut, moi, je sais ce que je vaux. Donc, mon humeur, elle va pas être fluctuante en fonction de ce qu'on dit de moi. D'accord? Alors, il dit il y a une fierté qui est Meshubachat, qui est digne de louange. C'est être fier qu'on appartient au peuple juif. Être faible, fier qu'on est le peuple d'Hachem. Être fier comme vous faites ce matin, de vous connecter un dimanche matin et d'étudier la Torah. J'allais vous dire au lieu d'aller à la plage. Bon, mais il ne fait pas la plage aujourd'hui. Au lieu de faire autre chose, au lieu de regarder, je sais pas qu'est-ce que les gens peuvent faire, à part étudier la Torah. En tout cas, au lieu de faire quelque chose de futile, non, vous vous êtes connectés. Ça a demandé sûrement des efforts pour beaucoup d'entre vous, je pense, la totalité d'entre vous. Et bien, sur ça, on doit être fiers. Sur ça, on doit être le paquet. Pourquoi? Parce qu'en fait, Hachem est fier de nous. Et du coup, ça nous remplit de joie. Il dit une autre gava qui est très bonne, c'est quand on se moque de la Torah. Quand on dit, ah, oh, toi encore t'étudies, encore t'étudies. Mais attends, tu rigoles, tu sais ce que j'étudie? Moi, j'étudie la Torah. Moi, j'ai étudié un livre qui a 400 ans et qui est on ne peut combien actuel. Tu sais comment je suis fière de ça? Tu sais comment je suis fière de ça? D'où on sait qu'il faut avoir de la gava avec les Réchaïm. Alors, il cite qui? Il cite Mordechai dans la Megillah. Vous savez, Mordechai à Yehudi, quand il y a, comment il s'appelle, Aman, qui dit que tout le monde doit se prosterner devant lui, bah lui, il ne s'est pas prosterné. Pourquoi tu veux que je me prosterne devant un rachat comme ça, devant un mécréant? Non, je ne me prosterne pas. Mais Mordechai, c'est la loi, mais je m'en fiche.
C'est de la gava, c'est de l'ego, mais c'est de l'ego qui est bien passé. Je sais ce que je vaux. Je sais que cette ordure, je vais pas lui faire des courbettes. Il en est hors de question. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a un ego qui est bien placé, ça nous permet de prendre des bonnes décisions avec la bonne perception. D'accord? Donc, parfois, non, il faut pas du tout être humble, pas du tout être courbé, pas du tout être passif. Non, non, non. Il faut montrer qu'on reste debout, qu'on a la tête haute et qu'on on s'en fiche de ce que les autres pensent. D'accord? Donc, il dit quelque chose d'un peu dur. Je me rappelle quand je l'ai dit en cours, en face à face, les femmes, elles étaient ouh, ouh, ouh. Il dit si vraiment il y a des pensées d'orgueil qui vous viennent comme ça, vraiment là, vous savez, vous êtes sur la Bama, vous vous sentez une star, vraiment, je suis au top, tout me réussit, bidule, machin, d'accord, et que vous n'arrivez pas à calmer ces pensées, parce qu'évidemment que ça nous vient ces pensées, évidemment. La question, c'est pas le reggae, c'est pas le sentiment. Le sentiment, il est là, no matter what. Il est là, il s'impose à nous. Mais la question, c'est est-ce que je choisis de cultiver ce sentiment ou est-ce que je choisis de... non, là, le filtrer. J'ai pas envie de vivre avec ça. D'accord? Alors, si on sent qu'on n'arrive pas à se défaire de cette gava, eh bien, il a dit qu'on pense à comment va finir la totalité des êtres humains. Voilà. Et ça va nous calmer. Je vous l'ai dit de manière un peu... comment on dit, en euphémisme. D'accord? T'as qu'à penser à ça. Voilà, ça va te calmer. Et ils disent surtout que les orgueilleux, ils finissent toujours, leur fin, elle est toujours inversement proportionnelle à la gave. Ils parlent de Pharaon, de Goliath, de Sanchériv, de Nebuchadnezzar, qui étaient des grands, Aman, des grands orgueilleux. Et ben, finalement, ils ont disparu de ce monde dans un mépris le plus total. D'accord? Et ce qui reste de nous sur Terre, c'est uniquement les bonnes choses que l'on a créées. Les bonnes choses qu'on a créées, dont le travail sur soi, mais aussi la Torah, les mitzvot. D'accord? Donc, il conclut, et ça va être en fait une transition vers l'humilité. Et ça va répondre à la question de Cathy. Cathy, elle a dit oui, mais alors des fois, nous, on essaye de faire Birkat Amazon, de lentement, mot à mot. Est-ce que c'est pas de la gave? Alors, il dit justement, il dit parfois, le Yetzer Hara, qui se cache partout, d'accord? Euh, il te dit, ne cherche pas à bien faire, fais très vite ta prière. Euh, c'est pas grave si tu avales les mots, tout le monde le fait. Étudie moins, fais moins de mitzvot. Ne sert pas à faire trop, trop, trop. Bref, sois quelqu'un de moyen. C'est ça qu'il te dit. Parce que nous, on a dit, attends, attention, on ne va pas faire comme tout le monde. Non, alors lui, il te dit, sois quelqu'un de moyen. Moyen à l'école, moyen dans ta carrière, moyen dans tes mitzvot, moyen dans tout. D'accord? Mais en vérité, attention, parce que de vouloir être trop moyen, ça casse quelque chose de merveilleux qui s'appelle l'ambition. Et l'ambition spirituelle, mais aussi l'ambition, vous allez voir, l'ambition dans la carrière, l'ambition de faire les choses bien, de faire les choses mieux, d'améliorer encore ce qu'on a à offrir dans ce monde. Mais c'est magnifique. Donc d'être trop humble, de dire non, non, sois quelqu'un de moyen, ça peut casser l'ambition. Alors regardez comment il nous fait le switch, là. Comment il nous permet en vérité de faire la différence. Il dit en vérité, tout est une question d'intention, tout est une question de kavana. Si tu commences à faire ta amida comme ça, de manière très oui, dada, parce qu'en fait, tu es à la sina, tu veux que tout le monde te dise ah, waouh, bravo, etc. Alors, c'est pas pour les bonnes choses. Mais si tu es vraiment dans ta tefila, et en fait, il s'avère que ta tefila, elle a duré 20 minutes, alors que chez les autres, elle a duré 5 minutes, mais toi, voilà, tu étais vraiment dedans, ben, c'est parce que tu veux donner le meilleur de toi-même. Et tu veux donner le meilleur de toi-même dans tout ce que tu fais. Et ça, c'est merveilleux. Alors, il nous dit, il va nous donner un type, un tuyau, un outil très, très concret. Il te dit que tu ne dois pas faire la différence entre ce que tu fais en public et ce que tu fais en privé.
C'est tout, c'est ça ton repère. Si à la maison, tu pries avec beaucoup de kavana, tu prends ton temps, etc., fais-le en public. Au contraire, tu vas faire un kiddush Hashem, tu vas être un exemple, tu vas être inspirante. On a besoin de gens comme ça, d'accord? Et je vais vous dire, ces gens-là, pourquoi ça nous inspire? Parce qu'on sent que c'est authentique. On sent que chez eux, c'est quelque chose d'intérieur. On sent que c'est quelque chose pas pour faire impression, mais c'est que vraiment, elle a envie de prier comme ça avec beaucoup de kavana. D'accord? Mais si à la maison, tu fais blablabla, et dès qu'il y a du monde, tu fais la religieuse, non, il y a quelque chose à retravailler. D'accord? Donc, c'est ça le véritable test pour savoir s'il y a des bonnes intentions. Est-ce que tu le fais devant les autres ou est-ce que tu l'aurais fait si tu étais tout seul? Si tu l'aurais fait quand tu étais tout seul, alors tout ce que tu fais de méchoubar, de digne de louange en public, il appelle ça un maaseh shalem. Il dit c'était un acte parfait. T'as pas besoin de te poser des questions. Non, mais est-ce que j'étais trop orgueilleuse? Non, est-ce que j'ai voulu trop faire mon intéressante? Non, non, laisse tomber, ça c'est des ch'touillottes du etc. Tout est une question de quoi? Vous avez bien compris. Le mot-clé de cohérence. Vous avez compris? Voilà, on a fini Charagava. Je vous préviens juste que j'ai compressé 4 heures de cours en 1 heure pour vous. Parce que quand on étudie en linéaire, c'est 4 heures. Voilà. Et la semaine prochaine, Maître Adrem, on fera l'humilité. Vous verrez, on va bien rentrer aussi dans les détails. Ouais, vraiment, c'est merveilleux. Voilà. Est-ce que vous avez des